Eh bien le bonjour très chers sportives et sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de rouler sur vos objectifs et que votre année 2024 là se passe extrêmement bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va prendre le temps de regarder comment j'ai structuré mon année, comment se sont passés mes objectifs et ce que je peux améliorer globalement, les petites erreurs que j'ai pu faire. Parce que oui, ici vous êtes sur la chaîne de Coach SDD sportif du dimanche, coach en triathlon, trail et course à pied depuis plus de 5 ans avec plus de 200 athlètes accompagnés. Mais pour autant, je ne suis pas parfait. Je me coach moi-même à titre perso. J'essaye énormément de choses sur moi-même parce que j'aime bien essayer, faire ma tambouille et voir ce qui marche ou pas. Et surtout, j'aime bien faire des erreurs pour en tirer des leçons. C'est ça le plus important, je trouve, parce qu'on a évidemment tous les bouquins théoriques, tout ce qu'il faudrait faire de façon théorique, on a les grandes lignes à respecter. Mais une fois qu'elles sont respectées, est-ce que ça nous mène toujours à 100% au résultat? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo en prenant le temps un petit peu. C'est un live and talk, voilà, donc n'hésite pas à me poser, à prendre ta douche, à cuisiner en même temps sur le côté. L'idée, c'est avant tout qu'on regarde, qu'on décortique un petit peu cette année sportive ensemble. Cette année qui m'a permis de faire mon premier 100 miles, ma première ultra longue distance sur ce format, à voir comment est-ce que j'ai structuré mon année, comment est-ce que j'ai pris en compte mon rythme de vie, parce que je ne suis pas pro non plus, donc je n'ai pas 100% de mon temps à accorder à ma pratique, même si en tant que coach trail, triathlon et course à pied, ça aide derrière évidemment pour la pratique de ma passion et c'est mon travail, je crée du contenu comme ça, donc évidemment j'ai un petit peu plus de temps pour le faire, mais j'ai quand même pas 100% de temps parce que j'ai une vie bien chargée à côté, mais ça, on va y revenir. Reprenons les choses dans l'ordre j'ai envie de remonter à l'année dernière. Vous l'avez vu sur la chaîne, tous les dossards dont on va parler dans cette vidéo, vous les retrouverez soit en vlog, soit en vidéo studio, un peu comme celle-là avec le studio qui prend forme. Dis-moi dans les commentaires si tu kiffes ou pas la tête que ça commence à avoir. Je suis pas encore tout à fait sûr de la couleur, mais j'aime bien, c'est chaleureux. Ça donne envie de, voilà, de se poser et de boire un café, mais je peux changer à volonté. N'hésite pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs ce que tu en penses, c'est avec plaisir. Mais vous retrouverez toutes ces vidéos-là structurées au fur et à mesure de l'année, plus ou moins dans l'ordre, parce que je vais y revenir. J'ai eu pas mal de taf sur le côté, donc toutes les vidéos ne sont pas dans l'ordre, mais voilà, on va revenir et j'ai envie de revenir sur 2023 avec le premier dossard, en fait, quand on s'est inscrit à l'UTMB de Nice, soit quasiment un an avant. Et pour structurer cette UTMB de Nice, le 160, d'ailleurs, eh, on n'est pas fiers de la médaille. Elle est là, elle est évidemment là. Bon, je vais pas faire la vidéo comme un gros kéké avec tout du long, mais elle est toujours à mes côtés. Je suis assez fier, j'ai du mal à réaliser, mais je savais que l'objectif était ambitieux au moment de m'inscrire. Donc, je me suis dit, il faut structurer à l'année, il faut que ce soit l'objectif principal de l'année. Je suis pas encore assez bon en ultra trail pour pouvoir mettre 2, 3, 4, 5 ultra trail, voire 2 week-ends de suite d'ultra trail. Je débute, ma plus grande distance avant, c'était un 100 km à titre perso. Du coup, forcément, quand tu passes sur 100 miles, il faut pas y aller trop vite, il faut y aller doucement parce que ça épuise. Donc j'ai pris mon temps, j'ai commencé à structurer mon année bien en amont avec un échelonnage des dossards, une stratégie progressive pour pouvoir progresser tout au long de l'année. Mettre des dossards pour m'amuser, évidemment, pour rester un petit peu dans l'attrait sportif et dans le kiff de m'entraîner, parce que s'entraîner quand tu fais des semaines à 100 kills semaine, voire plus, il peut y avoir une lassitude mentale et physique. Donc c'est intéressant de venir mettre des dossards, sachant que c'était tous des dossards secondaires. Dans les dossards secondaires et dans l'ordre, on retrouve donc la Saint-Élion sur la fin d'année dernière, la Maxi Race sur le début d'année en juin, la Montagnarde, tout ça vous les retrouverez sur la chaîne, le 110 de la Montagnarde qui s'est transformé en 55 à cause des conditions météo. Ensuite, il y a eu le Marathon pour tous où là c'était juste une opportunité, il a fallu le caler au chausse-pied quand j'ai eu mon dossard. C'était un petit peu inattendu, mais ça fait toujours du volume, donc j'y reviendrai sur pourquoi je l'ai calé là. La Corse, le GR20 en 5 jours pour faire un beau volume un mois avant l'UTMB de Nice, et enfin l'UTMB de Nice. Voilà globalement comment est-ce que je voyais de l'année avec une montée progressive, un 100 bornes pour faire une belle montée en charge, un beau pic, et ensuite travailler sur ce volume-là derrière. Au niveau de la répartition et des séquences, donc je travaille en saison, c'est-à-dire qu'il y a différentes périodes dans l'année et différents objectifs à travailler. J'avais une petite vision sur cet été, j'y reviendrai juste après, mais en gros mon été a un peu décidé de la tête de ma saison. Donc un peu anormal, c'est pour ça que je vous disais que je testais. J'ai inversé les pôles et les saisons et j'ai commencé par faire beaucoup de volume
Heu, je vous mentirais même, j'ai commencé par du travail de seuil et de résistance en côte. Ma capacité à courir, à relancer en côte pour la Saint-Élion, qui est un profil très bien pour ça, parce que très courable. Je voulais faire un chrono sur la Saint-Élion et courir au maximum, ce qui a été réussi. J'ai pas fait le chrono que je voulais, que j'espérais, pour tout un tas de raisons, vous le retrouverez dans la vidéo adéquate. Mais j'ai pas mal progressé sur cette qualité physique-là. Suite à ça, il y a eu une petite coupure. Je me suis bloqué le dos sur un faux mouvement. C'est la vie, ça arrive, on prend avec. Donc j'ai perdu 3 mois de travail où j'avais prévu de remonter en volume. Et ensuite, j'ai pu remonter en volume, mais on se retrouve en février pour une montagnarde début juillet. Ça commence à devenir un petit peu serré, sachant que je repartais avec des semaines qui étaient à 20-30 bornes. Donc j'étais vraiment au step 1 et il fallait arriver sur un 100 km en juillet et un 160 en octobre. Tout ça était un poil ambitieux, mais il faut le faire. Tu as les dossards, tu es engagé, tu as pris le Airbnb, tu as prévu le trajet. Pour la plupart, on était avec des potes qui nous accompagnaient ou qui avaient eux-mêmes un dossard. On fait souvent des trucs, des tirs groupés. Ça permet d'amortir les frais et d'organiser un voyage un peu plus sympa et fun pendant le week-end. Donc voilà, donc tu es engagé, tu es obligé d'y aller comme tout le monde en fait. Tu peux pas juste dire bah non, le dossard ne me plaît plus, il n'y a que les élites qui font ça. Donc j'ai commencé à monter en charge et j'ai fait une prépa volume puisque, d'avril, mai, juin, j'avais pas mal de temps. J'avais mon travail, mais je n'avais pas grand-chose à côté dans ma vie perso. Du coup, j'ai pu, pas mal me donner et me la coller en termes de volume et j'avais un petit objectif, je voulais dépasser les 100 kilomètres à la semaine avec un beau dénivelé. Plus de 3000 pour moi, en dénivelé à Lyon, c'est déjà pas mal. Si tu habites Lyon, tu le sais, 3000 de dénivelé sur un 100 bornes. Tu as déjà passé pas mal de temps dehors, j'habite pas les 2 Alpes, j'ai pas 3000 en sortant de chez moi et sur 2 sorties, je peux taper 6000. C'est compliqué, donc on fait avec ce qu'on a. Mais j'ai réussi à faire, plus de 3 semaines au-dessus de 90 bornes en tout sur les différents cycles, dont une au-delà de 100 bornes et au-delà de 3000 de D+. Donc ça, j'étais assez content, c'était l'objectif, avec dedans toujours du travail qualitatif, mais du travail qualitatif d'ultra et de fond, c'est-à-dire du travail de résistance, mettre un premier 10 fois 30-30 en début de séance, puis après du travail de seuil en côte, du travail de D+, sur du 5 minutes, 6 minutes en côte, pour bien travailler cet aspect résistance, et ça donne des séances assez longues qui font 15, 18, 20, 25 bornes. Ça prend tout de suite beaucoup de temps, ça fait 2 heures, 2 heures et demie dans ta séance avec 800, 1000, 1200, 1005 de D+, pour les plus grosses séances. Et le week-end, pareil, tu pars 3, 4, 5, 6 heures à t'entraîner, courir, rando trailé, donc ça va pas très vite, forcément, donc le kilomètre et le D+, ne rentrent pas aussi vite que sur une prépa marathon, mais ça finit par rentrer, donc assez content. Ça, c'était le premier cycle jusqu'à la montagnarde. La maxi race s'était mis 3 semaines avant la montagnarde. L'objectif de la maxi race, c'était de faire du volume et de m'amuser, de retrouver du plaisir avant la montagnarde. Maxi Race Montagnard, très bien passé, mais petit problème, j'ai commencé à en avoir ras le cul. Concrètement, j'en ai eu ras le bol, il y a eu une espèce de fatigue mentale, d'épuisement, d'aller courir toujours au même endroit. C'est aussi le défaut d'habiter en ville, d'habiter à Lyon pour l'époque. J'habitais à Lyon et du coup, bah, quand tu pars courir, j'ai 2 bornes en pleine ville avant d'arriver au parc de la Tête d'Or ou 4 bornes avant d'arriver à Fourvière et de pouvoir monter Fourvière. Et quand je fais du D+, quand je vous parle de 3000, généralement sur les 3000, il y a bien 2000, c'est du up and down dans Fourvière, qui est une montée de 100 de D+. C'est pas hyper fun, c'est comme pour les Parisiens, sauf que nous, le week-end, on peut partir un peu plus sympathiquement, mais on n'a pas toujours les moyens financiers ou de temps pour partir à la montagne. Donc on fait avec ce qu'on a. Bref, je suis arrivé sur la montagnarde en très 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 en forme physique, mais mentalement avec l'envie de, ouais, tu vois, ce truc de: «Ouais, j'en ai un peu trop fait». J'en ai un peu trop mis et en même temps, ce que je voulais aller chercher le 100 bornes, semaine. Du coup, je savais qu'il fallait commencer à step up. Je voulais step up cette année, dessus. Et forcément, il y a eu une espèce de lassitude mentale parce que l'ultra, contrairement à ce qu'on vous vend, à peu près partout dans le marketing de Mathieu Blanchard, de Casquette Verte et des autres qui sont extrêmement bons, qui font ça naturellement et presque facilement, ça n'a rien de facile pour eux. C'est Casquette Verte est juste impressionnant de volonté et de chausse-pied dedans, comme tous les autres. Ils font des semaines à 180, 200 bornes avec 10 000 de D+. Mais c'est pour la plupart, à part Casquette Verte, leur mode de vie, leur façon de fonctionner. Et c'est OK, Mathieu Blanchard n'a que ça à faire quasiment de ses journées ou s'occuper de ses réseaux. Et mine de rien, ça libère pas mal de temps quand t'as pas un taf à 35 heures à minima, voire 40, 50, 70 heures par semaine. Quand tu ne comptes pas tes heures, ça peut être très compliqué.
et tout ça et donc le cumul fait que, je suis arrivé fatigué mentalement et je l'ai pris un peu dans les gencives. Je me suis dit: «On passe la montagnarde et on voit ensuite ce dont j'ai besoin». En plus, orage sur les 2 montagnarde et maxi race, les 2 sont avortés. L'ego un peu dur, le mental un peu dur, c'est-à-dire que tu as pas atteint ton objectif, tu as pas fait tes 110 bornes. Mais en fait, j'ai senti une espèce la montagnarde, j'ai senti une lassitude dès le kilomètre 30, ce qui est hyper tôt et ce qui normalement n'arrive pas. J'ai senti une lassitude de: «Pourquoi je fais autant?» Pourquoi et le pourquoi est revenu. Je sais mon pourquoi intime et pourquoi est-ce que je m'impose tout ça et parce que j'adore ça. Mais là, le «j'adore ça» était plus assez puissant pour être un moteur et il y a eu une petite faiblesse et j'ai coupé du coup derrière la montagnarde. Je me suis écouté, j'ai coupé à 10 jours, j'ai réduit sur le mois de juillet pour reprendre tranquillement derrière. Parfait, le marathon tombait à ce moment-là, donc j'ai repris le volume à ce moment-là, j'ai commencé à reprendre de la caisse, j'ai fait un peu plus de travail de vitesse et ça tombait bien puisque entre la montagnarde et Nice, il y avait pile poil 3 mois, donc entre la coupure, la lassitude mentale et mon souhait, de plus faire autant de volume parce que j'aurais explosé en plein vol et je ne serais pas arrivé frais sur Nice et il fallait que j'ai des plumes sur Nice pour pouvoir avoir envie d'aller chercher ces 160. Donc l'objectif principal à switcher, je devais avoir envie parce que de base, je voulais refaire du volume, je voulais refaire 3 mois de gros volume quitte à passer à 120, 130, essayer voilà, de continuer de grappiller. Donc j'ai remis de la vitesse. La prépa marathon tombait pile poil. Je dis prépa 4 semaines. J'ai pu remettre du fractionné, des 6 fois 1000, des 4 fois 2000, du 10 fois 200, du classique de route. Et ça fait du bien, c'est rapide, c'est efficace. Tu fais des séances qui font entre 6 et 13, 14 bornes. Ça rentre dans 1 heure 10. C'est facile, c'est fluide, ça fait du bien quand tu viens de séances qui font 20 bornes de fractionner. C'est vrai que c'est assez cool. Donc, j'ai choisi de travailler beaucoup plus la vitesse et ma qualité de foulée, ce qui n'était pas forcément prévu. Normalement, dans une saison normale, tu fais vitesse, puis tu vas du moins spécifique au plus spécifique. Donc, sur de l'ultra, tu fais d'abord la vitesse, puis ensuite, tu vas chercher le volume. Là, il y a autre chose, perso, qui a empêché tout ça. Toute franchise, je vous fais la liste de tout ce qu'on a eu. C'est absolument pas pour me plaindre. Je me suis régalé. J'ai passé un été formidable. Mais avec tout ça, c'est compliqué de caler une prépa de façon carrée. Et les parents écrivaient pas: «Hey, j'ai des enfants, t'as pas d'enfants». Oui, j'ai pas encore d'enfants, c'est un choix perso. Mais du coup, on remplit bien à côté. Ne pas avoir d'enfants ne justifie pas qu'on a que ça à faire et qu'on n'a pas de vie autre que les enfants à côté. Bref, on a eu 3 mariages dans 3 lieux différents. On a été au Mans, on a été en Normandie, on a été à Lisbonne. Ça réparti sur 3 mois, donc à chaque fois des week-ends. Et évidemment, des petites cuitasses parce que tu es des petites nuits blanches qui se glissent parce que tu fais pas le mariage à moitié. C'était des vrais bons potes, donc on avait envie d'en profiter à fond. On a fait 2 semaines au JO où tu dors chez la belle famille. C'est des amours, ils nous ont accueillis. On a passé 2 semaines de folie à voir énormément de JO, à vivre l'ambiance à Paris. C'était trop bien, mais t'es pas chez toi, t'es pas dans ta routine, tu dors pas dans ton lit, t'es obligé de t'adapter constamment. Tes journées, on partait pour faire 4 heures de JO, il y avait 1 heure et demie de trajet avant, 1 heure et demie de trajet après, t'es dans la foule non-stop. Bref, il y a eu pas mal de fatigue. Dans tout ça, faut caler le taf en continu, évidemment, parce que j'ai pas lâché mes athlètes, j'ai pas lâché la communication, la création de contenu, les vidéos YouTube. Tout ça demande évidemment énormément de taf. Derrière, on est parti 2 fois 10 jours en vacances avec des potes. Pareil, c'est un choix, mais évidemment, quand tu es avec des potes, bah, tu bois des coups, tu profites de la piscine, tu profites de tes potes, des potes qui sont pas toujours sportifs. Donc, tu vas pas partir ruiner la journée en partant à 8 heures du mat et en faisant 40 bornes tous les matins. Donc, on a dû batailler avec tout ça. Et le plus gros dans tout ça, on a acheté une maison, on a fait un déménagement et on a commencé à emménager une maison. Tous les propriétaires de maison, vous me comprendrez, il y a toujours 20 000 trucs à faire dans une maison. C'est jamais fini, ça s'arrête jamais. Et on a voulu le faire bien, le faire à fond, essayer au maximum d'investir les lieux et de pouvoir rendre ça habitable et vivable assez sympathiquement, rapidement. Mais tout ça cumulé plus une prépa, ouais, c'est compliqué. On a fait le GR20 aussi, on est parti en Corse. Après le GR20, on avait prévu 6 jours de farniente avec des potes, on a refait la fête, etc. Bref, un été qui est passé à 20 000 à l'heure avec 20 000 trucs. Normalement, tu mets juste les JO et un déménagement. La plupart des gens ont un été qui est blindé. Là, tu mets une prépa ultra, tu rajoutes des mariages, tu rajoutes des déplacements et évidemment des vacances et la prépa plus le taf. Évidemment, c'est fatigant.
Donc avec tout ça, encore une fois, le but n'est pas de me plaindre, le but est de trouver les éléments qui ont fait que je n'ai pas pu m'entraîner à 200 plus la fatigue mentale. Je me suis dit: «OK, l'été, il va être sous l'eau. On y va, on adapte, on fait de la vitesse» et donc du coup, j'ai réduit le volume de mes semaines. Je suis resté aux alentours de 50-60 bornes avec énormément de qualité. Par contre, je me suis mis des séances de frac, je me suis pas loupé, je rentrais de séances de 7 bornes. On aurait presque pu dire que je préparais un 10 kilomètres. Mais je gardais quand même le foncier le week-end, voire le GR20 où on a fait 3 jours en continu dessus, donc on a eu un très beau volume 3 semaines avant. Résultat, vous l'attendez, l'UTMB, comment est-ce que ça s'est passé? Vous l'avez vu en partie dans la vidéo, mais je vous avoue que j'ai pas débriefé, je vous ai pas donné les off, tout ce qui s'est passé et tout ce que je pourrais améliorer dessus et tout ce qui s'est bien passé, le négatif. Premier ultra de 100 miles, 160 km, c'était mon premier. Je vais au bout, j'ai la médaille, je suis content, objectif rempli. Quand tu vois les taux d'abandon, arrêtez de vous jeter sur des dossards si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas le temps de vous entraîner ou si vous n'avez pas la niaque et l'envie d'aller au bout de vous-même. C'est des ultras et n'y allez pas pour vous blesser. Faites-le pour votre santé, faire des 100 miles, 100 bornes, c'est compliqué, c'est un investissement physique, mental à 100%. Vous pouvez pas y aller en dilettante ou à moitié. Je reste aberré, petit message de prévention, je reste aberré du taux d'abandon à chaque fois sur les ultras. Je comprends pas qu'on puisse, je comprends qu'on puisse abandonner de temps en temps. Il y a des fois, c'est ok. Que les proportions soient telles, je trouve ça hallucinant que je ne comprends pas. Dites-moi, voilà, ça peut arriver d'abandonner une fois. Ça, on est d'accord, il n'y a aucun souci. C'est même une vraie dominante dans l'ultra de savoir abandonner au bon moment pour pouvoir repartir. Bref, voilà pour la vision avec laquelle je partais sur Nice et je m'étais dit, il faut que ça passe, il faut que ça y aille. Mais avec un été comme on a eu, je suis arrivé fatigué, crevé, HS, vanné, complet, émotionnellement, mentalement, moralement. Alors certes, c'est un été qui était trop cool, mais à être non-stop à droite, à gauche, jamais chez soi, et quand t'es chez toi, c'est une nouvelle maison, t'as 20 000 trucs à faire, faut prendre tes marques, tu connais pas les bruits, les sons, les odeurs, tous les trucs, les lumières, comment ça fonctionne, etc. Faut tout reprendre en main, donc t'es perturbé énormément au niveau du sommeil, au niveau du rythme de vie. Et tout ça fait que je suis arrivé avec énormément de fatigue sur l'UTMB de Nice. Et je peux vous l'affirmer, ma meuf est arrivée avec la même fatigue. Et en fait, on a longuement discuté de ça après en off. On a fait Nice en 46 heures. C'est pas le chrono rêvé ou espéré, mais on le finit, c'est le plus important. On y allait sans notion de chrono, on voulait juste voir ce que c'était la distance, s'y confronter une première fois. Évidemment, vous me demandez, je préfère faire moins de 40 heures. Évidemment, moins de 30, me rapprocher des 35 heures, voire des 30 heures. Mais sur un premier, tu peux pas. C'est comme si tu te lances sur ton premier 10 bornes et que je veux faire moins de 35 minutes. Bah, à un moment, non, c'est pas possible. Il faut passer step by step. On n'est pas tous Mathieu Blanchard ou Kylian Jornet. Et c'est OK. Et c'est absolument OK. Il faut apprendre de ses erreurs, voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et ça, là-dessus, la prochaine fois que je m'inscris à un 160, je fais en sorte que les 3 mois d'avant soient ultra linéaires, que je sois à la maison et que j'ai rien à faire. J'ai pas de déplacement, peut-être un week-end dedans, mais c'est un week-end peut-être trail. Mais je fais en sorte d'être 100% focus dessus, de ne faire que ça et de ne penser qu'à ça, de ne manger qu'à ça. Parce que j'ai préféré arriver avec la fatigue sur la montagnarde, qui était une bonne fatigue de le travail est fait quand même, que là où le travail est fait, mais je sais que j'ai fait de la vitesse pour un 160, c'est pas optimal. Je suis crevé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le départ de Nice est à midi. Et à 20 h, on a eu un coup de barre. Normalement, même dans mon canapé, j'ai pris un coup de barre, même si on était à peine à 20 bornes. Normalement, t'as pas un coup de barre à cette heure-là, c'est trop tôt dans la course. Première nuit, on a fait nos premières. La première nuit, on a dû dormir 1 heure. Et la deuxième nuit, on a dû dormir 1 heure. 1 heure en cumulé à chaque fois. Et deuxième erreur au niveau du sommeil, la stratégie était absolument pas la bonne. Mais ça, comme on l'a pris pleine tête, qu'on était fatigué et que notre crew n'était pas forcément préparé à cette notion de fatigue, on est arrivé comme des zombies. Quand tu vois mes yeux là-dessus, tu sais qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, que je suis en automatique, je n'avance plus, il n'y a plus rien. On a eu des hallucinations visuelles et auditives pendant le trail. Donc avancer avec ça, c'est hyper compliqué, voire dangereux sur certains tronçons. On a vu notre vie passer très rapidement de vie à plus vie. Et là, tu te dis, ouais, c'est quand même dangereux. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a, dès la première nuit, quand on a vu qu'on tombait, on s'est dit, bah vas-y, on fait une sieste de 15 minutes parce qu'on voulait pas perdre trop de temps sur le sommeil. Sauf qu'on avait tellement de fatigue, de retard, qu'on aurait dû prendre 1 heure, voire même 2 heures directement, au lieu de les cumuler sur 2 nuits, de prendre ponctuellement une grosse nuit, de se retaper et de repartir. Mais
Pareil, je ne sais pas ce que ça aurait donné comme stratégie, jusqu'où on aurait pu tirer sur le 160 parce qu'il y avait tellement de fatigue. On a fait des phases où pendant 1 heure et demie, on voyait des gens dans la forêt, on voyait des maisons, on entendait des applaudissements, on entendait des rires, on voyait des potes dans les arbres. C'est très, très perturbant d'essayer de rester focus sur ta course quand tu sais pas si tu es en train d'arriver au ravito ou pas et que ton cerveau te dit: «Ah, le ravito, il est là». Pas du tout. Il y a pas de ravito, il y a rien, c'est les bois, tu es au milieu de nulle part. Il y a encore 10 bornes, tu le sais, tu regardes ta montre, tu sais que c'est une alu, mais c'est chelou. Alors, c'est pas des alus, on n'a pas tiré sur des alus vraiment what the fuck ou complètement déjantés. Ma meuf a un peu vu des Disney à un moment dans les cailloux, quelques dessins animés dans les cailloux, mais c'était pas non plus fou. C'était plus un arbre, une branche qui fait une forme et tu pars en sucette sur la forme. Et après, tu essayes de te reconcentrer sur la course. Il y a eu cet aspect fatigue, je ne peux que trop vous conseiller d'arriver en forme. Je le savais théoriquement qu'il faut arriver reposé et frais. La semaine d'avant, on a beaucoup dormi, mais une semaine de bonne nuit ne suffit pas à rattraper 4 mois d'avance à 100 000 à l'heure, d'épuisement à ce niveau-là, d'orga. Donc on se l'est mangé plein front et ça a fait très très mal. Ça nous a un peu sorti de la course au niveau, le point, alors ça c'est le gros point négatif. Du coup on a fait 6 siestes de 10 minutes, 30 minutes, 20 minutes, 40 minutes en tout pour les différents formats qu'on a choisis. Et on aurait dû le faire en gros. Ça c'est pour ce qui s'est mal passé. Un point qui s'est mal passé. Le deuxième point qui s'est mal passé, c'est au niveau des chaussures. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo des Hoka, elles n'ont pas une durabilité de fou. Je les avais déjà bien flinguées sur la Corse, sauf que bah, je suis comme vous, ça coûte 180 euros la paire. Je vais pas m'acheter une nouvelle paire juste la veille d'un 160 bornes où je vais devoir passer 40 heures dans une paire de chaussures. Donc je me suis dit, même si elles sont un peu fatiguées, je vais l'emmener, on n'aura pas une grosse allure pour des chaussures de rando, de course, ça va suffire. Ça n'a pas du tout suffi, il n'y avait plus de crampons, il n'y avait plus d'accroche. Et puis, la première descente de 1002 de D-, je glissais de partout, ça m'a épuisé, on s'est mangé de la grêle, du brouillard, du vent. J'étais dans une position d'insécurité, ça m'a totalement crispé. 30 premiers bornes, je suis arrivé au ravito, j'ai changé de chaussures. Je suis passé sur les anciennes Cascadia qui pour le coup avaient encore un peu d'accroche, plus d'amorti mais encore de l'accroche, qui sont très faibles aussi. Ma course, j'ai revécu au niveau des pieds, c'était incroyable. Donc très bon choix à ce moment-là, mais mauvais point de départ de partir avec des chaussures trop fatiguées. Il faut faire gaffe quand on met trop de kilomètres à une chaussure. Les points positifs, parce qu'il y en a énormément, on a passé un trop bon moment. Pour la question, on n'avait pas prévu de faire la course ensemble avec ma femme. On était partis pour la faire chacun de notre côté, c'est-à-dire que c'était chacun notre 160. Moi, j'ai plutôt eu tendance à bien gérer le début de course, les 10-15 premières heures, voire 20, et à petit dépérir tout doucement pendant la course. Là où ma meuf a beaucoup de mal, plutôt en diesel, elle a beaucoup de mal à démarrer. Par contre, elle lâche jamais rien. Elle suit son cours, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, elle ne lâche jamais rien. Et jusqu'au bout, donc, de temps en temps, on s'est dit sur Ultra, peut-être on se recroisera et on verra au moment où on se recroise sur la course si on y va. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 15 bornes, première descente, bah, la fameuse descente avec les chaussures qui n'accrochaient plus, où j'ai failli crever 20 fois. Normalement, en descente, je dépose ma meuf, il n'y a pas de souci, je la fume. Voilà. Et sauf qu'elle a énormément progressé en descente et j'ai pu voir là je la fume plus tant que ça, plus du tout même, et avec les mauvaises chaussures je vais tout mettre sur le dos des chaussures parce que mon ego a mal, c'est purement de l'ego. Impressionné, elle m'a rattrapé dans la descente et on est arrivé au 2e gros ravito, on est arrivé, là où on a recroisé pour la première fois nos potes, trempés après l'orage, des chaussures qui tombent, elle aussi qui a vécu des mésavres de chute, ça glissait énormément sur le 1er tronçon de Nice, c'était très technique, très raide et en haute montagne, on était à 2700 d'altitude, donc très froid aussi. Bref, on arrive au premier ravito, on se change intégralement, on boit une soupe. Et là, il est 20 heures, c'est le début de la nuit, tu es avec ta femme, tu sais que ça fait clairement déjà 6 heures, 7 heures, 7 heures que tu es en course. Tu te dis, bon, ça fait 7 heures, on passe la nuit, petit matin, on voit comment on se sent, etc. Et avec la fatigue, on a tellement morflé pendant la nuit, on a tellement galéré, on faisait des nuits dans les ravins, on mettait des chronos en mode, bah là, on était comme ça, je ne vois plus où je mets mes pieds. Donc forcément, on a pris la décision de dormir dans les ravins et on avançait à peu près au même rythme. Elle m'a sauvé ma course autant que je lui ai sauvé la sienne. Et du coup, on a fini, on a fait tout ensemble. Et ça a été une excellente décision pour tous les deux parce que honnêtement, avec les sensations et la course que j'ai vécue et la fatigue, je pense qu'au 80 ou 100, il y avait une volonté de pas finir, un manque de motive et c'est elle qui m'a reboosté là où sur la fin,
Elle a déclenché un TFL et elle a eu très, 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 très mal. Elle en a chié énormément, sur la fin et je l'ai traînée, je l'ai forcée à continuer, à essayer de bloquer la douleur. Elle a été d'une résilience sans faille et j'ai réussi à l'emmener sur la fin, s'accrocher pour finir la course. Donc on s'est emmenés mutuellement jusqu'au bout, jusqu'à cette ligne d'arrivée. Donc ça a été un énorme choix positif. Vous savez, ces petits choix de est-ce qu'on reste ensemble ou est-ce que mon ego prend le dessus, de je pars tout seul. Je suis tellement content d'avoir pris la décision de rester avec elle et de passer tout l'ultra avec elle parce que tout seul, je sais pas où ce que ça donnait, toute seule, je sais pas ce que ça donnait. Mais là, rien à regretter sur cette décision, une très bonne décision d'ultra. Deuxième point qui s'est très bien passé, c'est la nutrition. Je vous ai bassiné au travers de toutes les vidéos pour ceux qui suivent sur la nutrition. C'est un pôle négatif chez moi au point qu'il est à moins 8 000 milliards de billes. Je ne gère rien en nutrition. En tout cas, je peux le dire maintenant, je ne gérais rien en nutrition. Ça y est, c'est du passé parce que j'ai parfaitement géré ma nutrition sur cette course. J'ai réussi à tourner au début sur les 15-20 premières heures à 50 grammes de glucides heure. Et petit à petit, ça décroît forcément, mais j'ai réussi à maintenir quand même un fonctionnement nominal à 40-35 grammes de glucides heure, à toujours boire une flasque par heure avec des boissons d'effort dedans, à réussir à me ravitailler sur les ravitaux, saucissons, taboulés, soupe, réussir à bien manger. Et ça, honnêtement, j'ai tellement bossé dessus cette année, à m'entraîner, à manger, ça m'a coûté une blinde. D'ailleurs, les sponsors là, si vous voulez me régaler, c'est le moment parce que j'ai zéro sponsor en bouffe. Je fais tout chez Baou quasiment et Oversteam pour la boisson d'effort. Ça coûte un bras, surtout quand tu essayes de passer ta nutrition au step d'après. Chaque sortie du dimanche, c'était 30 ou 40 bornes qui passaient. Il y a eu un petit budget qui est passé dans la nutrition, mais ça a payé, ça a porté ses fruits. Mon ventre a très bien, j'étais en forme, donc hyper content là-dessus au niveau des points positifs. Celui-là, point positif de ouf, ça s'était avéré sur la Maxi Race, sur la montagnarde, sur la Corse. La Corse, c'est un peu différent parce qu'on était en autonomie, semi-autonomie avec les refuges. Donc, tu avais à moitié pas trop le choix de ce que tu devais prendre et à moitié en sous-nutrition parce qu'il il fallait faire un ratio poids-performance forcément. Donc, on était à la limite basse. On a fait ce qu'on a pu, mais sur l'UTMB de Nice, en tout cas, hyper content. Je sais que les barres ne passent très peu, voire pas du tout. Il me faut des gels, des purées et des boissons d'effort. Et globalement, ça tourne. Donc ça, c'est un énorme point positif, en plus d'être finisher évidemment, et d'avoir kiffé. Bref, pour cette année, une adaptation, qui a été assez performante et optimale avec du recul. Je suis assez content d'avoir pris cette décision de travailler une basse vitesse sur, la deuxième partie, même si c'est pas spécifique et que c'est pas ce qu'il aurait fallu faire, en conservant évidemment du spécifique et quelques séances, notamment de D- pour pas tout perdre. Et en mettant des beaux week-end chocs, c'est très bien passé, nickel, mais c'est très bien passé parce que j'avais une énorme base volume sur le début d'année qui a permis de surfer dessus aussi. Et c'est ça qui me permet d'arriver à la fin de mon 160. Maintenant, il aurait fallu qu'on dorme vachement moins. Je pense que ça aurait changé l'état de notre course, qu'on arrive plus en forme et on aurait été vachement plus performant parce que forcément, le sommeil, tu ne peux pas contre ça. C'est quelque chose, ça te tombe dessus. Tous ceux qui ont vécu des ultras avec trop de fatigue vous le diront. Tu peux pas lutter. La nutrition, tu peux attendre, ça va passer, ça va revenir. Le sommeil, ça passe pas. Et quand ça t'arrive dans la tête la première nuit à 22 heures, tu sais que ça va être long. Ça va juste être très long. Donc on finit l'UTMB de Nice, 160 km, 159, avec quelques 9000 de D+, et 10 200 de D-, descendant vers la mer. Un très beau parcours sublime, une année qui se finit hyper bien. Content de ne pas avoir eu d'orage, content d'avoir pu finir mon seul gros objectif de l'année quand même. Ça vient mettre juste la cerise. Il n'y a pas de gâteau, il y a juste la cerise. Donc là-dessus, assez content de cette partie-là. Tous les autres ont été un peu, voilà, et c'est le trail, c'est la nature. Ils ont été amputés pour raison météo. Ça fait partie de l'aventure. Nice aurait pu se passer autrement, ça s'est très bien passé, content du résultat, content de cette année de décision. Là, on est en coupure sur la fin d'année, on a besoin de se régénérer, éviter un peu de tout ça, de fignoler. Moi, je veux un beau studio, là, ça y est, je veux vous régaler un peu, je veux vous kiffier. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez vécu, les plus, les moins, ce que vous en pensez. Le but, c'est qu'on partage, qu'il y ait un maximum d'échanges autour de ça aussi. Je fais ces vidéos pour vous, parce que moi, je l'ai, la conclue. Donc, le but, c'est de vous donner un petit peu de valeur sur mes erreurs pour vous sortir des apprentissages de tout ça et vous dire, ah ouais, moi aussi, c'est vrai que là, j'ai un planning un peu
trop dense par rapport à l'ultra que je prépare, peut-être qu'il va falloir que je fasse un choix, que je décide d'alléger le planning ou que je sache que je vais sur l'ultra avec beaucoup de fatigue. C'est toujours une discussion interne que vous avez. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter pour du coaching, ça c'est avec plaisir. Vous pouvez laisser un message dans les commentaires ou me contacter sur Insta directement ou via ma boîte mail, je vous mets tout dans la description. En tout cas, c'est avec plaisir. Pour moi, l'année c'est très bien soldé. Là, 3 mois pépouze, des apéros, on kiffe, on se met plus la pression, on garde beaucoup de renfo. Je vais refaire un petit travail de vitesse justement pour profiter de la basse vitesse que j'ai reconquérir et que j'avais un peu oublié avec la prépa ultra parce qu'à force, ça fait 2 ans et demi que je monte les distances. Forcément, quand tu montes les distances, tu montes les volumes et tu travailles un peu moins le qualitatif. Et là, j'ai envie de remettre de la prépa 10 bords, cross, voilà, des trucs assez bourrins et violents où tu travailles juste la vitesse pour potentiellement augmenter de plus en plus et aller sur le full Ironman qui nous attend en juillet et potentiellement la Diag en octobre prochain, les 160 de la Diag, si le tirage au sort nous est favorable. Mais ça, l'avenir nous le dira. Je vous montrerai évidemment chaque étape du parcours en détail. Voilà pour cette année 2024. Le récap arrive un peu tôt, quoi qu'on est début novembre, mais comme je fais une coupure, il y aura plus grand-chose d'intéressant sur la fin d'année, en tout cas que du plaisir pour ma part et du kiff, je voulais vous faire cette vidéo maintenant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire un peu, voilà, vous aussi, vos ressentis, vos parallèles de votre prépa, où est-ce que vous en êtes. C'est avec plaisir qu'on échange là-dessus. Il y a pas mal de nouveaux contenus qui arrivent en 2024. Là, j'ai d'idées, je veux vraiment, vous avez dû le voir, je veux développer encore plus la chaîne YouTube. J'avais bien développé dans un premier temps, je l'ai un peu laissé à l'abandon depuis un an. Et enfin, depuis du coup l'année dernière. Et cette année, j'ai essayé de reprendre un peu plus avant. J'essaye d'alterner entre petits contenus posés comme ça dans le studio, on discute entre nous, on prend le temps d'échanger, d'analyser les stats. Entre les vlogs où je vous emmène sur les courses, vive l'ambiance, voir mes galères inside, et des petits concepts. J'espère que vous avez kiffé le pour combien avec Romain. J'ai d'autres idées de concepts que j'aimerais mettre en place. Mais pour ça, évidemment, il faut que tu t'abonnes, que tu likes, que tu commandes, parce que c'est comme ça aussi rémunéré, que ça permet d'avoir des contrats avec des marques pour sponsoriser les vidéos et avoir du moyen. C'est pas tant la marque et la pub qui est important que je vous proposais, que derrière, ça permet d'avoir un petit chécos pour acheter du matos, un micro, une caméra, un peu de déco ou un peu de matos pour emmener dehors et pour pouvoir filmer en meilleure qualité, avoir une belle qualité d'image, de son, pour proposer évidemment le meilleur contenu possible et pour pouvoir que ce soit le plus carré. Voilà pour cette année 2024. J'espère que la tienne s'est bien passée, que tu as kiffé. J'espère que cette petite vidéo différente, tu l'as kiffé aussi. N'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On va parler chaussures. Quelque chose me dit qu'on va parler chaussures de vitesse, justement, que j'ai pu poncer sur la fin d'année. Et pour le reste, vous verrez la suite du planning. On active la petite cloche pour ne rien rater. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye!